Bonjour Frédéric, Bonjour Amal, merci de me recevoir. c'est un plaisir. Alors, l'idée c'est qu'on parle de toi, Mhm. parce on te connaît énormément à travers tous tes livres. Tu as écrit de nombreux ouvrages. Et moi j'ai à cœur de comprendre mais qui est Frédéric Lenoir derrière Frédéric Lenoir. C'est normal. L'écrivain n'est pas tout à fait parfois la même chose que ce qu'il dit dans ses livres. Et il peut y avoir effectivement un décalage entre la personne et puis le message. Donc qu'est-ce que tu veux savoir? La personne, comment t'es arrivé à devenir, à faire tout ce cheminement, tout ce chemin spirituel, Mhm. parce qu'on est vraiment là-dedans. Alors même si, d'un point de vue populaire, on appelle ça de la philosophie, moi ce que je vois dans tes ouvrages, c'est d'abord de la spiritualité. Je dirais dans mes ouvrages, il y a un mélange de trois genres. Il y a de la philosophie, c'est-à-dire que je m'intéresse beaucoup, je suis philosophe de formation, c'est mon socle d'études. Après, j'ai fait aussi de la sociologie. Donc, depuis l'âge de 13 ans, j'ai lu le Banquet de Platon. La philosophie était pour moi une illumination. C'était enfin, je trouvais une matière, une discipline où on posait les questions essentielles. Et donc, c'est pour ça que la philosophie reste pour moi un socle, hein, puis un socle rationnel. On ne part pas dans les croyances. Après, c'est vrai que ce cheminement philosophique, il s'accompagne d'un cheminement spirituel. Parce que je me pose aussi des questions d'ordre métaphysique. Pourquoi est-ce qu'on est sur Terre? Est-ce que la vie a un sens? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Donc tout ça m'intéresse. C'est pour ça que je me suis intéressé à l'histoire des religions, à la spiritualité, etc. Et puis il y a une troisième dimension, c'est la dimension psychologique. C'est-à-dire que moi-même, parce que j'étais dans un parcours de vie difficile, avec une enfance qui a laissé des traces parfois douloureuses, j'avais besoin de travailler sur moi, et de me connaître et de me comprendre. Et donc j'ai fait un cheminement thérapeutique qui est passé par la psychanalyse, puis par des thérapies différentes comme la Gestalt, le Reverse, le MDR. Et tout ça m'a aidé à progresser, à aller mieux, à être plus heureux, à me libérer de certains schémas névrotiques, etc. Et du coup, j'ai lié dans mes bouquins ces trois connaissances, c'est-à-dire la psychologie des profondeurs, la philosophie et la spiritualité. Et c'est peut-être ce qui fait l'originalité, entre guillemets, de mon parcours par rapport à des purs philosophes qui sont que dans les concepts, mais qui ne s'intéressent pas du tout à la psychologie ou à la spiritualité, par rapport à des gens qui sont que dans la spiritualité, mais qui n'ont pas cette dimension rationnelle ou psychologique. Donc voilà, je suis un peu au carrefour, par mon chemin personnel et par mes études, entre ces trois disciplines. Hmm. Mais comment à 13 ans on arrive à lire le Banquet de Platon? Alors j'ai eu de la chance d'avoir un père qui était philosophe, D'accord. et donc qui effectivement, en tout cas passionné de philo, qui m'a donné à lire, parce qu'on parlait beaucoup à la maison de questions philosophiques, qui était passionné par Bergson, par un tas de philosophes, et donc il en parlait très fréquemment parce qu'il avait envie de transmettre à ses enfants, on était quatre enfants, une éducation philosophique. Et ce qui fait que quand j'ai été en âge de lire les dialogues socratiques, il me les a donnés. Et ça a été pour moi, le banquet de Platon, c'est l'amour. Hein. La Hmm. question, c'est qu'est-ce que l'amour? Et ce qui était dit dans ce livre répondait à des questions que je commençais à me poser, qui étaient profondes. Et puis après, j'ai lu tous les dialogues socratiques, et puis après, j'ai lu Épicure, et puis j'ai lu les Stoïciens, et puis j'ai lu Aristote. Donc les Grecs, parce que ce sont des questions existentielles fondamentales, m'ont passionné. Et puis de là, je me suis dit, mais au fond, aujourd'hui, j'ai pas Socrate en face de moi. J'ai pas Épicure, j'ai pas de maître de sagesse en face de moi. Et quels sont les maîtres de sagesse qu'on peut rencontrer aujourd'hui? C'est les bouddhistes, qui sont des gens qui se posent les mêmes questions, mais qui sont en train d'essayer de le vivre, et on peut les rencontrer. Mais quelle question tu te posais? Je me posais des questions, qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Est-ce que la vie a un sens? Est-ce que c'est simplement la vie? Est-ce qu'on est là pour manger, avoir une maison, fonder une famille, essayer d'avoir un boulot, d'être un peu reconnu par les autres et mourir? Ou est-ce qu'on est là pour autre chose de plus profond? Est-ce que on est sur Terre pour s'accomplir? Est-ce qu'on est sur Terre pour... Qu'est-ce qu'une vie réussie? C'est quoi réussir sa vie? Est-ce que c'est simplement gagner de l'argent, être connu? Ou est-ce que c'est avoir réalisé quelque chose intérieurement, avoir fait quelque chose, laisser une œuvre? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Je me suis tout de suite dit, bon, on meurt, mais d'accord, mais avant, est-ce qu'il y a quelque chose? Après, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a un monde invisible ou est-ce qu'il n'y a que ce qu'on voit? Donc toutes ces questions-là, c'est des questions, je dirais, d'enfants. D'ailleurs, je ne sais plus quel grand philosophe disait, la métaphysique, c'est simplement les réponses que les philosophes essayent d'apporter à des questions d'enfants. Et je fais beaucoup d'ateliers de philosophie avec les enfants, mais ils ont une intelligence philosophique incroyable. Et les questions qui les passionnent le plus, quand je vais voir des enfants dans des écoles entre 6 et 11 ans, et que je leur dis de quoi vous voulez qu'on parle,
Et ben, ils n'ont pas envie qu'on parle du CAC 40 ou de la performance. Ils ont envie qu'on parle de la mort, l'immortalité, Dieu, les religions, la croyance, la connaissance de soi, le bonheur, les émotions, enfin, de tout qui constitue finalement les interrogations fondamentales de l'être humain. Et l'être humain est le seul animal qui se pose sans doute ces questions. Je pense que les animaux, Dieu sait que je les aime, se posent des questions pratiques. Comment est-ce que je vais me nourrir demain? Comment est-ce que je vais avoir un habitat qui me protège? Bon, on se pose aussi cette question, mais en plus, on se pose ces questions métaphysiques qui vont au-delà du monde matériel et physique, et c'est le propre de l'humain de se poser ces questions-là. Et du coup, je trouve que c'est difficile d'être pleinement humain si on ne s'est pas à un moment donné confronté à ce questionnement. Ce que disait Einstein, il disait celui qui ne s'est jamais posé la question du sens de l'existence humaine n'est pas totalement humain. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on trouve les réponses, mais au moins, il faut se poser la question. Tu as trouvé le sens de ton côté? Alors moi, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai trouvé assez rapidement déjà une vocation, c'est-à-dire quelque chose qui me plaisait totalement pour m'épanouir dans ce que je suis. Et donc, j'ai toujours aimé la réflexion, la philosophie, et le fait de devenir philosophe, le fait d'écrire des livres, j'ai toujours eu envie aussi d'écrire, de transmettre. Donc j'avais cette double dimension, je m'interroge sur le monde, et j'ai envie de transmettre, j'ai envie de lire, j'ai envie de communiquer, j'ai envie d'échanger. Donc j'ai trouvé, je dirais, ma place dans le monde, qui est de réfléchir et de transmettre et communiquer le fruit de ces réflexions. Donc et j'en vis. Ce qui est quand même une chance extraordinaire. Je ne suis pas obligé de faire un boulot alimentaire à côté. Donc ça, c'est vraiment, j'ai trouvé ma place. Après, je crois que le sens de l'existence humaine, au-delà du sens que chacun peut donner à sa vie en fonction de ce qu'il est, de son tempérament, de sa sensibilité, moi je le dis depuis, j'ai découvert ça comme une évidence il y a déjà assez longtemps, je crois qu'on est sur Terre pour grandir en conscience. C'est-à-dire être des êtres de plus en plus conscients, passer de l'inconscience à la conscience. Et je pense qu'on est aussi pour passer de la peur à l'amour. On est dans la peur, tout nous terrorise, l'enfant il a peur de tout, puis les parents le sécurisent. Comment on le sécurise? Par l'amour. Et donc l'amour, c'est cette énergie universelle qui nous met dans la confiance, qui nous met dans le lien, et qui fait qu'on peut vivre pleinement. Quelqu'un qui n'a ni confiance ni amour, sa vie c'est pas grand-chose, c'est étriqué. Et donc je crois que la conscience c'est ce qui permet à notre intelligence de s'accomplir, et l'amour c'est ce qui permet à notre cœur de s'accomplir. Et que si on grandit en humanité par le cœur et par l'intelligence, et ben notre existence a vraiment du sens. Donc je dirais que pour tout être humain, le sens de la vie, c'est de passer de l'inconscience à la conscience et de la peur à l'amour. Et toi, comment t'es passé de la peur à l'amour? Un long chemin thérapeutique. Tu peux nous en dire un peu plus? Quand tu dis thérapeutique, c'est quoi? Je sais que dans tes livres, tu dis que l'adversité est un maître de vie pour toi. Qu'est-ce que tu mets derrière l'adversité? Est-ce que tu es devenu tout de suite, est-ce que cette vocation d'écrivain est tout de suite venue à toi? Tu es né en disant ah bah je serai écrivain demain et c'est venu à toi. Comment tu... À 12 ans, j'écris mon premier livre. Donc je pense que très tôt, je savais que j'avais envie d'écrire. Alors après, c'est un petit livre impubliable, mais c'est quand même l'envie d'écrire. Donc je crois que ça, je l'avais, mais simplement après, j'ai eu des inhibitions. C'est-à-dire que j'ai eu des peurs et il y avait des choses, des blocages en moi liés à mon cheminement, encore une fois, de la petite enfance, affectif, etc., relations complexes à mon père, etc. Et du coup, je m'interdisais certaines choses. J'avais peur, notamment j'avais peur de réussir. Mon père est quelqu'un qui avait une très grande réussite sociale, il a été ministre, il était secrétaire d'État à l'action sociale du temps de Simone Veil, il a travaillé avec elle pendant 4 ans, il a été directeur de l'ENA, l'École nationale d'administration, donc c'était une personnalité très forte, mais assez écrasante. Et il m'avait donné ce qu'on appelle en psychanalyse une injonction paradoxale, soit quelqu'un d'important dont je sois fier, mais ne me dépasse jamais. Donc ça, vous voyez, c'est la rivalité que le père peut introduire inconsciemment, il ne l'a jamais dit, c'était totalement inconscient. Ce qui fait que pendant assez longtemps, jusque vers l'âge de 30-35 ans, je m'interdisais de réussir. Et donc j'étais dans ma vocation, j'écrivais des bouquins, mais ça ne marchait pas. Parce que je faisais tout ce qu'il fallait pour que ça ne marche pas inconsciemment. Et quand j'ai pris conscience de ça, j'ai fait un travail en psychanalyse, qui s'est poursuivi dans un travail en Gestalt thérapie, qui est un travail sur le corps et les émotions. Et j'ai véritablement libéré ce blocage. C'est-à-dire, je l'ai fait sauter. Et du coup, à partir du moment, mais ça a été un travail de plusieurs années, ça ne s'est pas fait en 15 jours, c'est pas un petit stage, c'est vraiment un travail sur moi qui intègre, encore une fois, l'esprit et le corps. Et ce travail m'a permis de me libérer de la peur de mon père, de la peur de réussir. Et à partir du moment où j'ai fait ce travail, les choses ont marché.
j'ai commencé à avoir du succès, j'osais m'affirmer, j'étais moi-même, j'avais pas peur du regard des autres, je m'en suis libéré. Donc je suis passé de la peur à l'amour, c'est-à-dire finalement amour de moi. Je m'aimais beaucoup mieux. Et du coup, amour des autres, parce que lorsqu'on libère l'amour, et on est beaucoup plus en confiance avec soi-même, et du coup, on a envie de donner, on est plus généreux, et on passe du besoin névrotique de reconnaissance à, je dirais, un échange qui est beaucoup plus fluide, parce qu'il est fondé sur la bienveillance, sur la compassion, sur le désir de transmettre. Et c'est ce cheminement-là que j'ai fait au cours des 20 dernières années. D'accord. C'est quoi la Gestalt thérapie? C'est une thérapie émotionnelle qui passe, ça se fait en groupe généralement, où on revit des situations traumatiques de l'enfance en refaisant par exemple des scénarios où un membre peut représenter le père, un autre la mère, et puis on va revivre des peurs, et on les traverse, c'est en revivant l'émotion qu'on se libère de blocage émotionnel. Alors que la psychanalyse passe uniquement par la parole. Et ça ne suffit pas. C'est-à-dire que moi, la psychanalyse m'a aidé à conscientiser ma problématique. Je vais vous donner un exemple très simple. J'ai compris grâce à la psychanalyse que mon problème était lié à cette injonction paradoxale. Donc mon père m'interdit de réussir vraiment pour ne pas le dépasser. Mais ça ne m'a pas libéré. Et c'est en faisant un stage de Gestalt thérapie qu'un jour un thérapeute se met face à moi. Je vous raconte l'anecdote parce que ça va être très concret. Vous verrez si vous la garderez ou pas. Ah ouais. Et donc on nous fait dessiner notre corps après une séance de relaxation, dans quasiment le noir, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas grand-chose, il y avait un papier, un crayon, on était très relaxé, donc était un peu modifié de conscience, et on nous dit dessinez votre corps. Et je dessine mon corps comme tout le monde, puis après on met la lumière, on regarde. Ah, c'est catastrophique, parce que vous dessinez dans le noir. Et moi, mon corps, il était assez structuré, mais ce qui n'allait pas, c'est que j'avais une partie totalement atrophiée. Donc il y avait un côté où un bras était tout petit, une jambe toute petite, et l'autre une jambe énorme, un bras énorme. Et le personnage que je m'étais dessiné avait l'air d'étouffer. C'est comme quelqu'un d'enchaîné, si vous voulez. Et donc le thérapeute dit, est-ce que quelqu'un veut travailler sur son dessin? Je dis, bah moi, tout de suite, je me sentais super mal. Et il me dit, bah, qu'est-ce que tu ressens? Et je dis, je ressens de l'étouffement. D'abord, ce déséquilibre, etc., me trouble, et je ressens de l'étouffement. Et il dit, est-ce que je peux accentuer cet étouffement? Je dis, ok, il se met derrière moi, il y a un autre thérapeute devant, ils sont deux, le groupe regarde, et il se met derrière moi, il me ceinture, comme ça, et d'un coup, je me mets à hurler, lâche-moi. Et l'autre thérapeute en face me dit, à qui tu parles? Et ça me vient comme ça, à mon père. Et du coup, je parlais à mon père en disant, tu m'étouffes, tu m'empêches de vivre. Et du coup, le thérapeute joue le rôle du père, me dit, mais pas du tout, tu m'es soumis, enfin, c'est très bien ce qui se jouait. Et du coup, j'ai crié pendant une demi-heure, hurlé, je me suis battu avec le thérapeute. Bon, il y a des coussins, enfin, c'est un environnement thérapeutique protecteur. Mais j'ai libéré une force émotionnelle, une rage, une colère que j'avais contre mon père depuis 35 ans, qui n'était jamais sortie. Parce que je n'ai jamais osé dire ça à mon père en face. Et donc, du coup, cette décharge émotionnelle très puissante, qui était vraiment ancrée en moi, m'a libéré. Et la semaine qui a suivi ce stage-là, et d'ailleurs j'ai compris après en regardant le dessin, la partie en moi qui était atrophiée, c'était la partie masculine. Je m'interdisais d'affirmer mon caractère masculin parce que j'avais peur d'être en rivalité avec mon père. Et la semaine qui a suivi, j'ai complètement changé, j'avais beaucoup plus confiance en moi, et plein de choses se sont débloquées dans ma vie sociale. Donc vraiment, voilà un travail concret, émotionnel, qui permet de libérer des blocages. Mais pour le faire, il faut un peu de courage. Parce qu'aller passer comme ça des week-ends dans des groupes thérapeutiques, ça fait un peu peur, on n'a pas envie, on se dit mais qu'est-ce que je fais là, etc. Moi je savais que si je voulais vraiment avancer dans ma vie et pas rester frustré, bloqué, comme je vois plein de gens autour de moi qui me disent j'ai envie d'être écrivain, j'y arrive pas, j'ai envie de percer, je suis comédien, j'y arrive pas. Ben, à un moment donné, peut-être qu'il faut se poser la question, est-ce que le blocage il n'est pas en moi? C'est ce que j'ai fait, et c'est vrai que le cheminement a complètement changé. Et tu as partagé cette expérience avec ton père? Tu as pu le faire? Oui, j'en ai parlé, il n'a rien compris. Il m'a dit mais non, mais j'ai jamais pensé ça, parce que lui-même ne reconnaît pas son propre inconscient. Donc simplement, je m'entends très bien avec mon père, hein, on a vraiment une relation très fluide, mais lui, je pense, n'ayant jamais fait un travail sur lui-même, n'a pas conscience de cette problématique. Et peu importe, j'ai envie de dire, c'est pas le problème de mon père, c'est mon problème à moi. Donc l'important, c'est pas les circonstances, c'est la manière dont on... Exactement. Mais ça rejoint ce que je dis dans tous mes livres, qui est une clé pour moi. C'est que le bonheur, il est d'abord en nous. C'est que c'est d'abord dans la manière dont on regarde le monde et dans notre esprit que tout se joue. Parce qu'il peut y avoir des événements tout à fait similaires pour plusieurs personnes, et certaines personnes vont être très malheureuses, d'autres très heureuses. Ce qui se joue, c'est le regard que chacun va porter sur l'événement. Et donc, une contrariété pour l'un, ça peut être la fin du monde, une contrariété pour l'autre, c'est l'occasion de grandir. Et donc, on peut tous vivre autrement les mêmes événements.
Et donc, quand j'ai compris assez jeune que ce qui comptait si on était malheureux, c'était pas de vouloir absolument que le monde se plie à nos désirs, c'est plutôt nous de changer nos désirs, de changer notre esprit, de changer notre manière de voir le monde. Et si on est pessimiste, bah soyons un peu plus optimistes. Si on est négatif, soyons un peu plus positifs. Si on n'a pas confiance en soi, faisons un travail pour gagner confiance en soi. Et quand j'ai compris que la clé du bonheur, de la réussite, de l'épanouissement, elle était d'abord en nous, ça a tout changé. Et du coup, je l'ai fait pour moi et je l'ai expliqué dans mon livre ensuite. Tu l'as compris quand? Adolescent. Adolescent. En lisant, bah d'ailleurs, en grande partie en lisant des ouvrages de spiritualité, notamment bouddhistes. Puisque ce que je disais, c'est que, et après avoir lu la philosophie grecque, j'avais envie de rencontrer des gens qui incarnaient la sagesse. Et c'est là que j'ai été en Inde et que j'ai rencontré des lamas tibétains, le Dalai Lama, et ça a été vraiment un moment très important de mon existence, parce qu'à ce moment-là, j'ai rencontré des gens qui incarnaient un message de sagesse, et le bouddhisme a été une étape importante dans mon cheminement personnel. Mais pas uniquement, puisque je me suis intéressé à la Kabbale juive, je me suis intéressé au soufisme musulman, c'est à toutes les traditions spirituelles, et puis un jour j'ai lu les évangiles, et c'était un choc très fort aussi, et je suis très touché par la personne du Christ. Donc finalement, j'ai fait une sorte de synthèse de différents chemins spirituels, qui fait que je me suis intéressé à tous les grands courants de sagesse du monde, à la fois philosophiques et spirituels. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a touché chez le Christ plus que dans les autres religions ou spiritualités? L'amour. C'est vraiment directement une personne, mais un amour fort, hein, c'est pas un amour bisounours, il est très puissant, il a une exigence, mais c'est toujours ce message qui nous dit aimer Dieu, c'est aimer son prochain. C'est-à-dire que ça sert à rien de parler de Dieu si on n'est pas capable d'aimer son prochain. Dieu, c'est l'amour, donc c'est le nom qu'il donne à Dieu. Et si vous aimez votre prochain, vous êtes un vrai croyant. Si vous ne l'aimez pas, ou si vous lui faites du mal, ou si c'est un acte violent, vous ne l'êtes pas du tout. C'est une grande actualité. On voit encore aujourd'hui à quel point plein de croyants se permettent de la violence au nom de Dieu. C'est l'inverse du message des évangiles. Et donc le message de Christ, c'est de dire tout se joue sur l'amour. C'est la seule chose qui compte. La seule. Tout le reste n'a pas d'importance. Ce qui fait que c'est un message qui m'a bouleversé, parce que j'avais vraiment le sentiment que le cœur de la spiritualité, c'était l'amour. Et les évangiles nous parlent que de ça, mais à travers des histoires très fortes, des rencontres extrêmement percutantes, des paraboles extrêmement éclairantes. Donc je pense que en lisant l'évangile, ça a ancré en moi ce que je pressentais, à savoir que l'essentiel de la vie, encore une fois, c'était d'apprendre à aimer, et que c'est quelque chose, ça s'apprend, c'est un chemin, et que tout le reste, c'était des croyances qui pouvaient nous aider éventuellement, mais que ce n'était pas l'essentiel. Et donc, toutes les rituels religieux, toutes les croyances religieuses, tout, n'ont pas beaucoup d'importance si elles ne sont pas au service de l'amour. Alors, c'est quoi l'amour? Eh bien, l'amour, c'est cette énergie, j'ai envie de dire, parce que c'est quelque chose qui nous dépasse totalement, qui fait que ça nous met en joie, parce que la relation avec nous-mêmes, la relation avec les autres, la relation avec le monde nous fait grandir. Et donc l'amour, c'est simplement je rencontre une personne et immédiatement la mise en relation, le regard, l'énergie, ce qui se passe dans la relation fait que je suis en communion avec l'autre et pas en compétition, pas en rivalité, pas en désir de domination. Et donc c'est le lien de communion. C'est la collaboration, c'est la communion, c'est ce qui fait que nous sommes le cœur ouvert en relation positive, bienveillante, constructive avec notre environnement et avec tous les êtres qui nous entourent. On peut ressentir de l'amour avec des animaux, avec des plantes, avec des arbres, avec des inconnus dans la rue, avec des personnes qu'on rencontre. L'amour, c'est universel et ça nous traverse. Et si on ouvre son cœur et qu'on décide de grandir dans l'amour, à ce moment-là, tout change. C'est qu'on regarde le monde avec à tout autre regard, et même des gens qui vous agressent. Moi maintenant, ça m'arrive de temps en temps de me faire agresser violemment par des gens jaloux, par des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec moi. Mais ça ne me déstabilise plus du tout. Parce que j'ai le cœur ouvert, et quand je vois une personne qui m'agresse, la seule question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il fait souffrir? Pourquoi je le gêne à ce point-là? Et si je peux l'aider, tant mieux. Et donc je me dis, bah ouais, espèce de connard, je ne réponds jamais à la violence par la violence. Parce que à quoi ça sert? Et donc l'amour, c'est être en communion avec tous les êtres, y compris ceux qui vous veulent du mal, parce que derrière la mauvaise intention qu'ils ont, il y a toujours de la souffrance. Alors qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux gens qui ont du mal à rentrer dans cette énergie-là? L'amour, il y a beaucoup de pièges. Parce que, évidemment, dans l'amour, il y a aussi le besoin de recevoir. C'est pas simplement donner, c'est recevoir, c'est un échange, l'amour. Mais comme on a beaucoup de fragilité, comme on a beaucoup de blessures, hein, qui sont souvent liées à... On n'a pas toujours été bien aimé dans notre enfance, on a pu d'ailleurs être trop aimé, c'est-à-dire être aimé d'une manière étouffante.
on a pu être mal aimé, enfin bon. Et donc si on a des blessures liées à la relation, évidemment, on va avoir des besoins, on va avoir des manques. Et toute notre vie, on va rechercher à combler ce trou, ce vide, ce manque, ces peurs, etc. Et ça va parasiter nos relations. Et on va rechercher, par exemple dans la rencontre amoureuse, quelqu'un qui correspond à ce schéma infantile qu'on a vécu. Et si, je donne un exemple très simple, très classique. Si j'ai été maltraité enfant, bah, je connais la relation, je la connais sous la forme de la maltraitance. Et je vais chercher quelqu'un qui va me dévaloriser, me maltraiter. Bon. Et évidemment, je vais croire que c'est de l'amour, alors que c'est pas de l'amour. Que effectivement, je suis dans une relation névrotique de dépendance, etc. Ce qui fait que l'amour demande une lucidité. Ça demande de faire un travail aussi de conscience pour savoir ce qui se joue dans les relations affectives. Vous savez, j'ai un ami psychanalyste qui dit quand un couple d'amoureux fait l'amour pour la première fois, il y a 8 personnes dans le lit. Il y a les deux amoureux, il y a les parents respectifs et les anciens conjoints. Que tout ça se mélange dans les sentiments, dans les affects, dans le désir. Bon. Donc, à un moment donné, il faut comprendre qu'évidemment, nos affects sont liés à toute notre histoire et que souvent, ils sont inconscients. Et que c'est pour ça qu'il est important d'essayer de faire un travail sur soi pour être plus lucide. Et lorsqu'on rencontre quelqu'un, là je viens de faire un livre sur Spinoza, et Spinoza c'est un extraordinaire psychologue qui nous dit que la plupart du temps, nous avons des relations d'amour qui sont faussées à cause de la projection imaginaire que nous mettons sur les gens. Et quand on rencontre quelqu'un, on commence par projeter ce qu'on idéalise, ce qu'on attend, ce qu'on espère, avant de rencontrer vraiment la personne. Donc l'amour doit reposer sur la vérité, c'est-à-dire sur la réalité de ce que je suis, la réalité de ce qu'est l'autre, et à partir de là, on peut échanger des choses. Mais bien souvent, ça repose sur des illusions, ça repose sur des projections. Et c'est pour ça que plein d'histoires amoureuses sont catastrophiques. Et ce qu'on appelle, quand on dit que l'amour dure 3 ans, c'est pas l'amour qui dure 3 ans, c'est la passion. Et encore plutôt 6 mois en fait. C'est-à-dire tout le jeu illusoire qui se joue dans la séduction. Puis une fois qu'on l'a dépassé, ben, on rencontre l'autre tel qu'il est, et puis là, on l'aime ou on l'aime pas. C'est-à-dire qu'on est dans une relation qui nous permet de grandir ensemble ou pas forcément. Donc je dirais que la relation amoureuse est très compliquée à cause des affects, à cause de tout ce qu'on a vécu. Mais il n'y a pas que la relation amoureuse. L'amour, c'est aussi, encore une fois, cette énergie qui fait que notre cœur s'ouvre au monde. Moi, je dirais que la première fois que j'ai ressenti ce que c'était que l'amour de manière très consciente, je l'ai certainement vécu enfant dans mon environnement familial, malgré des difficultés, il y avait heureusement de l'amour aussi, sinon je ne serais pas là pour en parler. Mais la première expérience très consciente de l'amour, je l'ai eue dans la nature. C'est-à-dire que je ne sais pas quel âge j'avais, entre 6 et 8 ans, et j'ai été dans la forêt, on avait la chance de vivre à la campagne, et puis à un moment donné, il y a eu un rayon de lumière dans un sous-bois, et là, j'ai été ébloui par la beauté du monde. Et quand j'ai vu ce rayon de lumière sur les teintes d'automne, des feuillages, avec un petit vent frissonnant et tout, j'ai pleuré. Et je me suis dit que le monde est beau. Mon cœur s'est ouvert à l'amour du monde, la beauté du monde. La beauté nous éveille à l'amour. Et j'ai senti que mon cœur s'ouvrait, je suis tombé amoureux du monde, réellement. Ma première expérience amoureuse, c'est pas une jeune femme, c'est le monde. C'est la beauté de la nature. Et après, je l'ai vécu, mais plein de fois, avec des inconnus dans la rue. Je vois une personne qui sourit, je sens de l'amour. Je vois un clochard à qui il y a un échange, je sens de l'amour. Il y a des animaux qui sont là tout fragiles, qui ont un peu peur, j'ai envie de l'aider. Après, l'animal est reconnaissant. Je sens de l'amour. Il m'est arrivé, enfant, je passais mon temps à sortir les abeilles qui se noyaient dans des flaques d'eau, etc., parce que je n'aimais pas les voir souffrir. Et après, je voyais des choses extrêmement mouvantes. L'abeille vient vous remercier, elle ne vous pique pas. Mais des choses comme ça, dès qu'on est dans une relation de bienveillance avec les autres, tout change. C'est ça l'amour. On peut être amoureux d'une personne en particulier. Mais j'ai un cœur tellement grand que j'aime un tas de gens, j'aime les animaux, j'aime le monde, et du coup, je ne peux pas être enfermé, je ne peux pas dire, parce que je suis amoureux d'une personne en particulier, mon cœur n'aime personne d'autre. Oui. Impossible. Et du coup, je trouve qu'on a trop enfermé l'amour dans la relation amoureuse. Et dans le passé, ça m'est arrivé d'être avec des personnes un peu trop possessives et exclusives, et qui étaient jaloux de mes amis, qui étaient jaloux de l'amour que j'avais pour l'humanité. C'est pas gérable. C'est que effectivement, j'ai besoin d'être avec des gens qui comprennent et qui tolèrent que mon cœur est grand ouvert. Qui le vivent aussi. Et qui le vivent aussi, sinon c'est impossible. Non, c'est impossible. C'est impossible. Et beaucoup de gens sont, parce qu'ils ne sont pas dans l'amour, parce qu'ils sont dans la peur, ils sont dans la jalousie, dans une forme de possessivité qui fait que tout est concurrent. Tous les gens qu'on rencontre sont des dangers. Et c'est pour ça que je dis vraiment, il faut passer de la peur à l'amour. Parce que la peur, c'est vraiment l'inverse de l'amour. C'est ce qui nous empêche d'aimer. Parce que du coup, on se replie, on a peur d'être rejeté, on a peur d'être abandonné. Tant qu'on est dans ces peurs, on ne peut pas être vraiment dans l'amour. Comment tu expliques aujourd'hui
c'est la solitude de beaucoup de gens, beaucoup d'hommes et de femmes Ouais. qui sont seuls. Mais Qui à souffrent. cause de la difficulté des relations amoureuses, qui sont très compliquées parce qu'elles sont parasitées. Alors il y a à la fois des schémas culturels, traditionnels, qui sont toujours là, mais dans lesquels plein de gens ne se reconnaissent pas, du mariage, de l'engagement à vie, de fonder des familles. Bon, il y a des gens, ils ne se sentent pas appelés à ça. Puis en même temps, c'est un schéma qui est fort. Puis en même temps, il y a des nouveaux comportements amoureux, mais qui sont l'autre extrême. C'est-à-dire, c'est de la consommation. C'est-à-dire qu'on se rend compte, il paraît qu'il y a une application, Tinder, un nom comme ça. Ouais, Tinder. Tinder, on Mhm. appuie, on cherche les gens qui sont à 30 mètres, on match et on va coucher ensemble. Bon, bah, c'est l'autre extrême. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, c'est juste du plaisir immédiat, etc. Bon. Et c'est vrai qu'on cherche, en fait, à travers tous ces schémas dont aucun n'est vraiment satisfaisant, les gens savent plus, ils n'ont plus de repères, ils savent plus comment est-ce qu'on peut échanger des relations d'amour de qualité. Et ça vient aussi beaucoup du fait qu'on a, encore une fois, besoin de faire un travail sur soi. C'est-à-dire qu'on ne peut être dans une qualité de relation d'amour avec l'autre que si soi-même, on est au clair avec soi-même. Et je pense que ça demande un chemin, encore une fois, d'intériorisation, de questionnement, de thérapie pour certaines personnes, pour être capable de vivre une relation épanouissante dans la vie amoureuse. Et puis, je crois que au-delà de la vie amoureuse, on peut vivre l'amour de plein d'autres manières. Et donc, il y a des gens qui ont renoncé un peu à la vie amoureuse parce que c'est trop compliqué, Ouais. et qui sont des amis formidables, qui ont des relations avec des enfants. Moi, je connais plein de femmes autour de moi qui sont merveilleuses, qui sont célibataires parce qu'elles en ont marre des mecs, mais elles ont des enfants qu'elles adorent, qu'elles élèvent bien, et donc il y a des relations très nourrissantes. Il ne faut pas toujours vouloir être en couple. Il y a plein de manières, finalement, de vivre l'amour qui sont au-delà du cadre de la relation amoureuse, même si c'est merveilleux la relation amoureuse, parce qu'il y a une autre dimension de la sexualité qui peut être très beau, une dimension de construire quelque chose à deux, donc il y a plein de choses très belles. Mais il n'y a pas que ça. Et donc on peut vivre de l'amour de plein d'autres manières en dehors de la relation de couple. Est-ce que ça veut dire, aujourd'hui, tu parlais des sites de rencontres que tu nommais Tinder. C'est quoi ta position par rapport à ces nouveaux médias de mise en relation, de rencontres? C'est quoi ta J'ai position? rien contre. J'y ai même adhéré il y a 20 ans, après mon divorce, et parce que j'étais tellement T'étais perdu. sur quoi? Sur Mythique? J'étais sur Mythique, comme tout le monde, donc il y a 20 ans. Et puis, ça n'a pas donné grand-chose, parce que, bon, j'y suis pas resté longtemps, mais je dénigre pas, parce que j'ai rencontré des gens qui ont fait des belles rencontres, Ouais. qui ont duré des années. Enfin, donc c'est pour ça que je me dis, après tout, pourquoi pas. C'est un mode de mise en relation moderne. Avant, bah voilà, on rentrait en relation dans les bals populaires du village. Aujourd'hui, c'est les sites, c'est les réseaux sociaux, c'est les sites internet. Franchement, j'ai rien contre. Je pense simplement que ça demande beaucoup de discernement. Parce qu'effectivement, bah, là-dedans, il y a un tas de gens qui sont dans des phénomènes de projection, d'idéalisation, et qu'il peut y avoir des échanges qui sont complètement faussés. Parce que tant qu'on ne rencontre pas vraiment la personne, on ne sait pas qui elle est. Enfin, je pense que la rencontre directe est quand même importante. Maintenant, je crois que si on a un peu de discernement, après tout, qu'on rencontre une personne comme ça au bureau ou ailleurs, pourquoi pas. Ah bah, la rencontre, pour le coup, pour les jeunes femmes ou les jeunes hommes qui s'amusent à rencontrer toutes les personnes qui leur plaisent, je crois que Ouais. ça peut être beau, ça peut faire beaucoup, quoi. Non? Oui, ça peut faire beaucoup. Après, c'est la masse. Ouais. Non, mais c'est compliqué parce que Internet, de manière générale, mon point de vue sur Internet, c'est que ça offre le meilleur et le pire. C'est un fabuleux outil qui ouvre toutes les portes. Notre problème, c'est d'arriver à sélectionner, c'est d'arriver à discerner, c'est d'arriver à choisir. Et c'est valable pour tout. Parce que vous pouvez être, si vous avez 5000 amis sur Facebook, à quoi ça sert? Vous n'aurez jamais le temps de vivre l'amitié. Et donc, moi, je suis plutôt un partisan de la qualité. Et donc, la qualité demande le choix. Il faut arriver à choisir, à sélectionner. Alors après, dans les réseaux sociaux, vous pouvez effectivement être en contact avec des tonnes de gens, mais il faut être très sélectif. C'est-à-dire qu'il faut vraiment sentir les choses. Mais le problème, c'est que sur les réseaux, sur les sites de rencontres, vous allez mettre des critères de sélection par le physique, par le milieu socio-culturel, etc. Mais c'est pas forcément ça qui marchera. Et donc, des fois, on rencontre des gens, il y a un cœur à cœur immédiat, il y a quelque chose qui se passe qui n'a rien à voir avec nos critères objectifs. C'est pour ça que c'est compliqué de savoir, et je dis que rien ne remplace la rencontre directe. Et là, on se rend compte tout de suite que même si la personne pouvait correspondre à tous les critères, il se passe rien. Et inversement, vous pouvez avoir des gens qui correspondent à aucun de vos critères, ça va être tout de suite une rencontre. C'est pour ça que c'est compliqué, si vous voulez, les rencontres par les réseaux sociaux. Elles posent autant de problèmes que les autres types de rencontres. Mais après tout, c'est aussi une possibilité qui s'ouvre. Il faut encore une fois avoir du discernement. Frédéric,
Je sais plus si je t'ai tutoyé ou vous voyez. Ça n'a aucune importance. Ok. T'en es où par rapport à la religion, toi, aujourd'hui? Parce que Ouais. tu as été foudroyé par l'amour de Jésus. Oui, mais pour moi, c'est pas de la religion, l'amour de Jésus, D'accord. c'est de la spiritualité. Ok. Alors la différence entre la religion et la spiritualité, c'est que la religion, c'est collectif, la spiritualité, c'est personnel. La religion, c'est des croyances collectives qui impliquent des rituels, et donc c'est culturel, la religion. La spiritualité, c'est un questionnement individuel, ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce que je fais sur Terre? Quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce que l'amour? Ça, c'est un questionnement spirituel. Et ce questionnement spirituel, il est là pour me faire grandir. La spiritualité, c'est se transformer, c'est s'améliorer, c'est grandir en humanité, c'est trouver du sens à sa vie. Et donc, il y a de la spiritualité dans les religions, mais dans les religions, il y a un tas d'autres choses que la spiritualité. Il y a le politique, il y a l'identitaire, il y a un tas d'autres choses qui, des fois, créent de la violence. Bien Et sûr. même souvent. Souvent. Et puis, il y a de la spiritualité en dehors des religions. Il y a un tas de gens qui se posent des questions qui ne sont pas religieux du tout. Il n'y a pas besoin d'être religieux, comme le disait Einstein, pour se poser la question sur le sens et l'énigme de l'existence. Donc finalement, je dirais que la spiritualité est très universelle, alors que la religion est totalement culturelle. Et c'est pour ça que ça crée des chocs des cultures et des chocs des civilisations. Donc finalement, je suis beaucoup plus spirituel que religieux. Mais je me suis intéressé aux religions. Parce que je me suis posé la question, c'est quoi une religion, comment ça fonctionne? Et c'est pour ça que j'ai dirigé pendant 10 ans le monde des religions, j'ai écrit des ouvrages d'histoire des religions, mais plus j'ai travaillé sur les religions d'un point de vue sociologique, plus je suis critique envers les religions. Parce que je vois à quel point elles véhiculent quand même beaucoup de choses que je trouve négatives. Notamment ce besoin identitaire collectif, ce communautarisme, etc. Je le trouve dangereux. Je préfère des individus qui font un travail rationnel sur eux-mêmes pour essayer de grandir en humanité sans forcément avoir besoin que le groupe les approuve. Mais ça demande de la maturité. Et donc la spiritualité demande une maturité, alors que la religion peut nous maintenir dans l'infantilisme. Quelle est ta vision du monde à 5 ans, 10 ans? Comment tu vois les choses évoluer? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Par rapport à la vitesse à laquelle ça va aujourd'hui? Oui, vitesse exponentielle. Exactement, il y a beaucoup d'angoisse, ça génère beaucoup d'angoisse et de stress. Alors il y a du stress autant positif que négatif. Il y en a qui pensent que le monde va de mieux en mieux, d'autres qui vont... Enfin... Alors, je pense qu'il faut partir des données objectives. Ça, c'est mon esprit rationnel. Ouais. Il faut partir des données objectives. Objectivement, si on fait une étude historique sérieuse, il y a plusieurs grands historiens contemporains qui l'ont fait, objectivement, le monde va beaucoup mieux aujourd'hui qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de crimes, beaucoup moins de délinquance, beaucoup moins de guerres, beaucoup moins de gens qui meurent de maladies. On vit beaucoup plus longtemps dans des conditions bien meilleures, globalement. C'est des statistiques. Hein. Il y a plein d'exceptions, il y a plein... Et donc, c'est pas parce qu'il y a des foyers terroristes, c'est pas parce qu'il y a des attentats, c'est pas parce qu'il y a des foyers de guerre civile que tout le monde va mal. Or, la médiatisation de ces problèmes nous donne le sentiment, parce que dès qu'on regarde la télé, c'est le sentiment qu'on a, nous donne le sentiment que le monde va très très mal. Mais le monde allait beaucoup plus mal avant. La guerre de 14-18, c'est des millions de morts. Les goulags, c'est des millions de morts. La peste au Moyen-Âge, c'est des centaines de millions de morts. Donc finalement, on se porte beaucoup mieux qu'avant. On a de la chance de vivre aujourd'hui. Simplement, encore une fois, les médias faussent tout. C'est-à-dire que le fait qu'on médiatise tout ce qui va mal dans le monde, parce que les infos ne sont pas là pour vous dire que les trains arrivent à l'heure, ils sont là pour vous dire que les trains ont déraillé. Et donc, on se dit, mais le monde va très très mal. Donc là, il faut prendre beaucoup de distance et se dire, non, le monde va beaucoup mieux. Il y a plus de liberté individuelle, on vit plus longtemps, la médecine a fait des progrès, on a accès à la connaissance, enfin, tout ça, l'éducation, n'en parlons pas, ça a progressé partout. Le monde va beaucoup mieux. Mais il y a des soubresauts. Et donc, il y a de temps en temps, et pas de temps en temps, il y a régulièrement, évidemment, le mal est présent. Il y a des gens violents, il y a des gens qui veulent dominer les autres, il y a des peurs. Et donc, ce qui reste à améliorer de manière fondamentale, c'est de continuer cette lutte qu'on mène depuis des siècles pour l'émancipation des individus, pour les droits individuels, les libertés de conscience, liberté d'expression, ce qu'on appelle les droits de l'homme, émancipation de la femme, libération du travail des enfants. Enfin, il y a plein de choses qui doivent continuer à progresser. Ça, je pense qu'ils vont continuer à progresser, parce que je suis convaincu qu'il y a un progrès assez puissant vers cette émancipation de l'individu, cette libération de l'individu par rapport au groupe. Et puis la deuxième chose, c'est que tout ce progrès collectif doit s'accompagner, surtout, et c'est ce qui manque, d'un progrès des consciences individuelles. C'est-à-dire que ça ne suffit pas qu'il y ait des lois qui libèrent les individus, il faut que les individus se transforment eux-mêmes. C'est ce que disait Spinoza. Spinoza, qui est le pionnier au XVIIe siècle des Lumières, premier philosophe à nous dire le meilleur régime, c'est une démocratie dans laquelle on respecte la liberté de conscience et d'expression des individus. Mais il nous dit en même temps, ça ne marchera vraiment que si les individus font un travail pour se libérer de leurs passions tristes, de la peur, de la colère, du ressentiment, de la jalousie,
de la tristesse, de tout ce qui crée de la violence. Et donc, tant qu'on ne fait pas un travail sur soi, ben, on aura beau être en démocratie, il y aura toujours des tensions, le bien commun ne fonctionnera pas bien, il y aura de la délinquance, il y aura de la violence, il y aura des voleurs, il y aura tout ce que vous voulez. Et donc, à un moment donné, il faut à la fois progresser dans la justice et le partage, c'est très important, mais il faut aussi que chacun fasse un travail sur lui pour être plus conscient et pour passer de la peur à l'amour. Et donc, c'est pour ça que je crois que la spiritualité, c'est ce qui est le plus nécessaire aujourd'hui. Puisque plus les gens travailleront sur eux-mêmes, plus ils seront capables d'être responsables et d'avoir une attitude vertueuse en société. Le bien commun viendra aussi de l'apport de chaque individu. C'est ce que Gandhi résume en cette formule merveilleuse, soyez le changement que vous voulez dans le monde. D'ailleurs, c'est ce que tu travailles sur ce sujet à travers l'éducation. Tu as J'ai pas mal d'engagement, oui. Parce que bon, je trouve qu'une fois qu'on est engagé dans ce travail sur soi, dans cette transformation, bah, on a envie que le monde change. Et qu'on écrit dessus. Et qu'on écrit dessus. Et qu'on écrit dessus. Ça sert à rien de se payer de mots si soi-même on s'engage pas. Ouais. Et je trouve que rien n'est pire que l'intellectuel qui donne des leçons de morale à tout le monde et qui dans sa vie ne fait rien pour que le monde aille mieux. Et j'en connais plein. Et donc je veux pas être comme ça, ce qui fait que ça fait des années que je suis très engagé. J'ai commencé il y a 30 ans avec l'écologie, puisque j'ai participé à la création d'une association qui s'appelait Environnement sans frontières. On était une des premières grandes associations écologiques à faire du lobbying politique pour favoriser des lois internationales. Ça a été un parcours. Je suis engagé pour les animaux. Je suis extrêmement sensible à la cause animale, donc j'ai créé une association qui s'appelle Ensemble pour les animaux. Et qui cherche à fédérer toutes les associations animales autour de certains combats, de certaines causes. On a milité comme ça pour faire évoluer le code civil, pour qu'on reconnaisse l'animal comme un être sensible et pas simplement comme un objet. Et on a gagné avec la Fondation 30 millions d'amis et d'autres. Je travaille avec Nicolas Hulot. Actuellement, il y a un groupe de réflexion qui s'est mis en place sur le bien-être animal. Donc je suis très engagé sur cette cause-là. Et puis une autre cause où je suis très engagé, c'est l'éducation. Puisque j'arrête pas de vous dire, ce qu'il faut, c'est changer l'esprit. C'est donc qu'il faut, finalement, l'avenir du monde, il passe par les enfants. Si les enfants d'aujourd'hui développent la bienveillance, développent l'esprit critique, le discernement, la capacité de débattre ensemble, etc., et qu'ils vont mieux, ben les adultes de demain iront mieux, donc le monde de demain ira beaucoup mieux. C'est pour ça que j'ai créé une fondation qui s'appelle la Fondation Sève. Ça veut dire savoir-être et vivre ensemble. Je l'ai créé avec une femme qui avait déjà créé une association qui s'appelle Chemin d'enfance, qui est Martine Roussel-Adam, sous égide de la Fondation de France. Et le but, c'est de développer des ateliers de méditation et de philosophie avec les enfants. Et donc, on finance comme ça, grâce à du mécénat privé, et notamment mes revenus personnels, on finance à des coûts extrêmement bas des formations d'enseignants pour que les enseignants apprennent à faire méditer les enfants. Mais c'est une pratique de méditation laïque, de pratique de l'attention, qui soit juste posé, présent, attentif, ici et maintenant, et à faire des ateliers de philosophie. Et les ateliers de philosophie, ça change tout. Quand vous voyez des enfants qui arrivent à débattre ensemble sereinement, à dire mais je ne suis pas d'accord avec toi pour telle raison et tout, au lieu de s'invectiver à coups d'émotion, etc., vous vous dites mais c'est formidable de voir cette évolution. Et donc les enfants ont besoin, ils aiment philosopher, ils aiment penser, ils se posent des bonnes questions, ils apprennent à le faire ensemble, donc on crée des communautés de recherche philosophique dans les écoles, et on s'aperçoit qu'au bout de quelques ateliers philo, mais l'ambiance des classes change totalement. Et donc c'est pour ça que cette fondation me tient très à cœur. Elle existe depuis peu de temps, ça fait qu'1 an qu'on l'a créée. On a déjà formé plus de 1000 personnes. Et on a à nouveau 1000 personnes en cours de formation. Donc on a des lieux de formation dans toute la France, aussi en Suisse, en Belgique, au Canada, bientôt au Maroc. Et donc c'est en train de se développer de manière extraordinaire parce qu'il y a un vrai besoin pour que les enfants apprennent à discerner, apprennent à avoir un esprit critique, apprennent à débattre entre eux de manière démocratique et apprennent à se recentrer et à faire le calme intérieur. Et c'est ça qui leur permet d'avoir un savoir-être et un vivre ensemble, et pas simplement à accumuler des connaissances qui sont très utiles. C'est bien d'apprendre à lire, c'est bien d'apprendre à compter, c'est bien de connaître l'histoire, mais si vous êtes mal dans votre peau, ça sert à quoi? Ouais, et dans quelle vision? Sur quelle vision? La vision d'en faire des humains plus humains, c'est-à-dire de grandir en humanité, de grandir en sérénité, de grandir en capacité de dialogue. Donc la vision, c'est un monde plus pacifié. C'est un monde où les relations humaines sont plus pacifiées, et pour ça, il faut développer le savoir-être et le vivre ensemble. Et c'est ce que veut dire Sève, c'est l'acronyme de savoir-être et vivre ensemble. Super. Merci. Tout un programme. mais on va me dire c'est utopique, sauf que je suis convaincu que les utopies d'aujourd'hui sont les réalités de demain. Et ça, l'histoire nous l'a suffisamment montré. Donc je suis, malgré toutes les difficultés, malgré le retour de l'intégrisme religieux, malgré les peurs, malgré les conflits, malgré le terrorisme, malgré les injustices, malgré l'ultralibéralisme qui détruit la planète, je suis convaincu
que l'être humain aspire à un monde meilleur et qu'il faut simplement faire des propositions et des engagements qui favorisent l'émergence de ce monde meilleur. Donc j'essaye de faire ma petite goutte d'eau comme le colibri de Pierre Rabhi pour apporter à mon humble niveau quelque chose qui permette à mes contemporains, à ceux qui me lisent, à ceux avec qui je travaille dans des associations, eh ben, d'apporter notre petite pierre à l'édifice. Eh bien, super. Merci Frédéric. Merci à toi, Herman. J'étais très heureuse C'est un plaisir. d'échanger avec toi. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Ciao.